La fin de l'année approche, tu vas devoir payer de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Dans cette vidéo, je te partage la technique des experts comptables pour faire fondre ton IS. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez ComptaPlace et chaque année, j'accompagne plusieurs centaines d'entrepreneurs pour les aider à passer un maximum de frais déductibles pour baisser leur IS. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer notre méthode, la méthode des experts comptables pour s'attaquer à l'IS, pour le baisser au maximum. Cette méthode, tu vas voir, elle se fait en 3 étapes et quand on prend le détail, eh bien, on va parler de tout ce que tu peux passer en frais déductibles. On fera un petit focus sur les travaux d'entretien et réparation, tu vas comprendre pourquoi. Je te parlerai du loyer majoré si tu fais des locations longue durée ou des crédits baux. On parlera ensuite de la technique des PCA, ça c'est très important parce que ça a un impact très fort sur ton impôt sur les sociétés. Je te montrerai comment optimiser fiscalement le versement de ta rémunération. On regardera ensemble tout ce que tu peux provisionner pour baisser ton IS. Je te montrerai la liste des provisions que chaque année tu dois regarder pour optimiser encore une fois ton impôt sur les sociétés. On regardera ensuite comment le versement de ton capital social va te permettre de baisser de 10 points le montant de ton impôt sur les sociétés si tu n'as pas encore tout versé. Et on enchaînera sur les crédits d'impôt société. Je te montrerai 6 crédits d'impôt société avec probablement 1, 2, voire 3 crédits d'impôt dont tu vas pouvoir bénéficier. Et puis on terminera avec un petit bonus. Les crédits d'impôt pour entrepreneurs, ces crédits d'impôt que tu ne dois pas louper, surtout si c'est ta première année d'activité. Je te rappelle que ComptaPlace est le service d'expertise comptable de legalplace.fr. Donc pour souscrire à notre service d'expertise comptable, eh bien, tu vas tout simplement sur la plateforme legalplace.fr, tu fais une demande de mise en contact avec nos équipes d'experts comptables et je serai ravi de t'accueillir avec toute mon équipe pour aller jusqu'au bilan et te conseiller tout au long de l'année. Donc, la technique des experts comptables pour vraiment réduire le montant de l'impôt sur les sociétés, eh bien, je vais te la montrer tout de suite. Une technique en 3 étapes. Et pour ça, eh bien, on va partir d'un petit exemple chiffré. Donc, on va supposer que le bénéfice imposable de ta société, c'est 30 000 €. Là-dessus, on applique un taux d'impôt sur les sociétés qui est soit de 15, soit de 25%. Là, dans mon exemple, c'est 15%. Ça veut dire, si tu es dans ce cas-là, eh bien, que tu vas payer 4 500 € d'impôt. Et puis ensuite arrivent les crédits d'impôt. Crédits d'impôt, ils viennent en moins de l'impôt sur les sociétés que tu dois payer pour déterminer finalement l'impôt sur les sociétés que tu vas finalement payer. Donc la technique d'optimisation, elle va consister d'abord à réduire au maximum ton bénéfice imposable. Je vais te montrer dans quelques minutes, dans quelques secondes, toutes les astuces que tu vas pouvoir activer pour baisser ce bénéfice imposable. Ensuite, on verra comment te garantir que tu vas bien profiter de ce taux réduit de 15% et que tu ne vas pas subir la taxation à 25%. Et puis enfin, je te montrerai tous les crédits d'impôt que tu peux bénéficier, dont ta société va pouvoir bénéficier pour être sûr que tu n'en loupes aucun en faisant le plein de crédits d'impôt. Peut-être que ton impôt sur les sociétés, il va descendre de 50%, 75%, peut-être qu'il va disparaître totalement, voire même l'État peut être amené à te rembourser si le montant des crédits d'impôt dépasse le montant de l'impôt sur les sociétés que tu avais calculé. Eh bien, dans ce cadre-là, eh bien, l'État va te rembourser à ta société l'excédent de crédit d'impôt. Tu vois, c'est ces 3 étapes qu'on va maintenant regarder dans le détail. Elles sont la plus importante, c'est la première, c'est celle qui concerne le bénéfice et on attaque tout de suite. Alors on reste sur le bénéfice imposable. Pour s'attaquer au bénéfice imposable, là aussi, une chose extrêmement simple, c'est de comprendre que pour baisser ton bénéfice imposable, on va jouer sur 2 leviers. Le premier, c'est le chiffre d'affaires. Ton bénéfice imposable, c'est le chiffre d'affaires moins tes frais déductibles, moins tes charges déductibles, d'accord? Donc, pour baisser ton bénéfice imposable, on va essayer de baisser ton chiffre d'affaires, et je te montrerai tout à l'heure comment, et on va essayer d'augmenter au maximum tes charges déductibles. Tu vois la méthode? Donc, allez, on continue. Les charges déductibles, ça va correspondre aux dépenses professionnelles que tu vas passer. Donc, passer un maximum de frais déductibles et de dépenses professionnelles, c'est possible, mais il y a un cadre à respecter. Donc,
avant que je te montre dans le détail tout ce que tu peux passer, il faut que tu connaisses ce cadre. Ce cadre, qu'est-ce qu'il dit? Que dit la loi? La loi, elle te dit que tu peux passer en comptabilité, passer en charge d'entreprise une dépense à condition qu'elle soit engagée dans l'intérêt direct de l'activité, qu'elle soit engagée dans le cadre d'une gestion normale et qu'elle soit appuyée de pièces justificatives, c'est-à-dire d'une facture. Dans l'intérêt de l'activité, ça veut dire que tout simplement, par exemple, une invitation au restaurant, elle n'est pas par nature systématiquement déductible, tu ne peux pas toujours la passer en comptabilité. Pour que tu la passes en comptabilité, il faut qu'il y ait un lien avec ton activité. Tu vois, c'est assez logique, c'est assez simple à comprendre. Si tu invites pour ton anniversaire la moitié de ta famille au restaurant, bah, ce n'est pas dans l'intérêt de ton activité, donc tu ne peux pas le passer en frais déductibles. Par contre, si tu invites 10 clients au restaurant pour fêter les 5 ans de ton entreprise ou d'un produit ou leur présenter la nouvelle stratégie de ton entreprise, eh bien ça c'est fait dans l'intérêt de l'activité, donc c'est déductible. Ensuite, une gestion normale, ça veut dire qu'il ne faut pas que le montant soit disproportionné par rapport au volume d'activité ou que la nature même de la dépense, ça corresponde à quelque chose de normal. Si par exemple tu as un food truck dans la région parisienne et que tu veux passer un billet d'avion pour aller à Papeete ou à Sydney, tu auras du mal à démontrer que c'est normal, que c'est quelque chose qui relève d'une activité, d'une gestion normale de ton entreprise. Donc tout simplement parce que le montant de la dépense va être disproportionné par rapport aux revenus que tu vas en tirer. Et puis surtout, il faudra que tu sois en capacité d'expliquer pourquoi tu as fait quasiment le tour du monde alors que tu as une activité de food truck dans ton quartier. D'accord? Donc, c'est des principes de base, mais c'est important de bien les avoir en tête. Et ensuite, appuyer d'une pièce justificative, ça veut dire que chaque frais déductible, chaque dépense, eh bien, tu dois demander une facture au prestataire ou au fournisseur ou au commerce dans lequel tu vas toujours demander des factures. Si tu es contrôlé fiscalement et que tu n'as pas toutes les factures, eh bien le fisc te redressera sur toutes les dépenses que tu as faites pour lesquelles tu n'as pas de facture, même si c'était des dépenses professionnelles. Donc ça c'est très important parce que là tu as sous les yeux le cadre fiscal qui dit on y est, on n'y est pas. Si tu respectes ces 3 points, tu es tranquille, tu peux passer en frais déductibles pratiquement toutes les dépenses que tu veux, mais il faut que ça respecte ces éléments-là. Alors il y a quelques dépenses qui sont vraiment interdites, c'est ce qu'on appelle les dépenses luxueuses, elles sont définies par le code 39.4 du CGI, ça tu dois le savoir. Alors c'est des dépenses un peu exceptionnelles, mais ça concerne la location ou l'achat d'une villa d'agrément ou de plaisance, les dépenses de chasse et de pêche, et l'entretien ou l'utilisation de yachts et de bateaux de plaisance. Donc ça, on n'est pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux à faire ce type de dépenses. En plus de ça, l'article 39.4 du CGI, eh bien, il date des années 70, hein, donc il a presque 50 ans. À l'époque, on considérait que ce type de dépenses, c'était totalement abusif. Eh bien, aujourd'hui, alors j'allais dire c'est des dépenses qui ont un peu disparu, mais pas tant que ça. Si tu es youtubeur, eh ben, peut-être que tu as envie ou peut-être que tu as loué une villa pour te filmer dans le cadre de tes activités. Bon, eh ben, même si c'est fait dans le cadre de l'activité professionnelle, même si ça relève d'une gestion normale par rapport à ton activité de youtubeur, eh bien fiscalement, c'est pas déductible. C'est comme ça. Personne ne t'en voudra, mais c'est la loi. Donc le tout, c'est de le savoir. Donc tu paieras des impôts sur la location de ta villa ou sur la location du yacht que tu auras utilisé pour faire tes petites vidéos. Voilà. Donc, et bien évidemment, ne sont pas déductibles les dépenses qui n'entrent pas dans l'intérêt de l'activité. Quels sont les risques si tu ne respectes pas le cadre que je t'ai montré tout à l'heure? Eh bien, tu t'exposes à un risque de redressement fiscal, c'est-à-dire, ça c'est le fisc qui se pointe, qui regarde tes comptes et qui dit, ben là, ces dépenses-là, je considère que c'est pas dans le cadre de l'activité entreprise, elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et à ce moment-là, tu vas devoir payer entre 20% et 80% du montant de la dépense. Donc si tu as dépensé par exemple 1 000 € pour une dépense que le fisc ou l'URSSAF considère que c'est une dépense personnelle et pas une dépense professionnelle, ça peut te coûter entre 200 et 800 € à payer d'impôts. Tu vois, l'addition est parfois assez lourde. Donc il faut faire attention.
tu dois connaître le cadre et rester dans ce cadre-là. Voilà, c'est mon job d'expert comptable de t'aider, de te montrer ce que tu peux faire. Après, c'est ta responsabilité d'entrepreneur d'engager les dépenses, de les faire, de ne pas les faire. Tu choisis. Mais là, je te montre les risques. Donc, 80% en plus, c'est quand même assez douloureux. Ensuite, je ne peux pas ne pas te parler du risque d'ABS, abus de biens sociaux. Le risque d'ABS, c'est que si tu as trop tiré sur la corde sur les frais déductibles et que la société se retrouve en situation financière compliquée, voire qu'elle dépose le bilan, eh bien l'histoire ne va pas s'arrêter là, parce que le juge pourra considérer que le dépôt de bilan, il est de ton fait parce que tu as trop tiré sur la corde, parce que tu as trop pris dans la caisse de la société. Et si jamais le tribunal de commerce constate cette infraction, eh bien tu seras sanctionné par un abus de bien social. Eh bien dans ce cas-là, non seulement tu devras combler le passif de la société, c'est-à-dire que tu devras payer les dettes de la société, mais en plus de ça, tu seras sanctionné pénalement avec une probable interdiction de gérer. Donc, fais attention, on parle de choses sérieuses là. Faut pas trop tirer sur la corde. Il y a un cadre, il faut le respecter. Si tu le respectes, tu n'auras aucun souci. Mais, je te le dis, c'est mon devoir de conseil de te sensibiliser à ça, parce que tu ne peux pas, en tant que dirigeant, faire abstraction de ces risques-là. Les dépenses borderline maintenant. Les dépenses borderline, ben voilà, tu vas le comprendre, c'est que tu peux parfois passer certaines dépenses. Il y a certains entrepreneurs qui veulent passer certaines dépenses. Alors pour certains, on va pouvoir les passer, et pour d'autres, ça va être plus compliqué. C'est ce qu'on appelle des dépenses qui sont mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois professionnelles et personnelles. Donc concrètement, c'est quoi? C'est frais de coiffure. Frais de coiffure, frais de dentiste, costumes, chaussures, billets de spectacle et les courses alimentaires. Donc, on les prend dans l'ordre. Frais de coiffure, qui peut passer ces frais de coiffeur? Tu peux le faire si tu as une activité, par exemple, d'animation. Animation dans le cadre d'événements professionnels. Voilà. Si tu es animateur, ben, l'apparence compte énormément. Tu ne peux pas te pointer avec les cheveux en bataille, notamment, évidemment, les femmes. Les hommes, c'est moins évident, mais typiquement, c'est le type de situation, le type d'activité qui peut justifier exceptionnellement que des frais de coiffeur, eh bien, tu les passes en frais professionnels. De la même façon, si tu travailles dans le milieu du cinéma, que tu dois monter les marches de Cannes dans le cadre de la présentation d'un film, oui, d'accord, là, il y a une préparation spécifique à faire, et cette préparation, les coûts concernant la préparation de ta tenue, et notamment les frais de coiffeur, ils peuvent passer. De la même façon, si tu es présentateur ou animateur dans des émissions, eh bien, tu peux devoir faire intervenir un coiffeur que tu pourras payer avec la carte de crédit de la société. Les frais de dentiste, là aussi, c'est pas évident, tout simplement parce que n'oublie pas que pour les frais de dentiste, la société, elle peut te payer une mutuelle. Et la mutuelle, elle te rembourse. Donc, si tu as des frais de dentiste à engager, eh bien, prends en charge une mutuelle et puis la mutuelle te remboursera. Eh bien, parfois, il y a des chantiers qui sont plus importants parce que dans certaines professions, il faut vraiment avoir les dents impeccables et eh bien, ta société, si tu as vraiment une activité où, notamment pour les acteurs, les chanteurs et là encore l'événementiel, où l'apparence compte énormément, dans ces cas exceptionnels, eh bien, tu peux essayer de passer des frais de dentiste, là aussi, en supposant que la mutuelle ne te les rembourse pas. Tout ce qui est costumes et chaussures. Alors costumes et chaussures, ça c'est vraiment, même si on en porte moins aujourd'hui, c'est une dépense qu'on voit souvent. On nous pose souvent la question en tant qu'expert comptable, est-ce que je peux passer 1 ou 2 costumes par an dans les frais de la société? Sachant que le costume, je n'utilise pas forcément le week-end ni le soir, mais que c'est vraiment mon habit de travail. Donc là aussi, c'est un peu borderline parce que évidemment que le costume, tu l'utilises à 80% pour l'activité professionnelle, mais peut-être que pour un mariage ou je ne sais quoi, une fête, tu peux aussi l'utiliser. Donc le fisc tolère que tu puisses en passer quelques-uns, mais là, j'allais dire, les traitements sont très très variables d'un dossier à l'autre, d'un contrôle fiscal à l'autre. Parfois, le fisc ne dit rien et parfois, il considère
que oui, c'est une dépense professionnelle, mais c'est aussi une dépense personnelle et il peut redresser. Donc, c'est pas toujours évident et je te garantis pas que tu ne seras pas redressé fiscalement si tu passes plusieurs dépenses de costume par an. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de faire attention et d'en passer quand même le minimum. Même chose pour les chaussures, sauf s'il s'agit de chaussures techniques professionnelles. Les billets de spectacle, là aussi, billets de spectacle, si le fisc voit ça, il va dire, bon, quel est le lien entre cette dépense et l'intérêt de l'entreprise? Où est l'intérêt de l'entreprise? Donc là, il faut que tu puisses justifier qui tu as invité au spectacle et pourquoi tu l'as invité, en quoi ça contribue au développement de ton entreprise. Donc il va falloir un nom et puis une fonction derrière et un lien qui justifie le fait que cette dépense elle est faite dans l'intérêt de l'entreprise. Donc il faut que tu documentes ce type de dépense en mettant dessus sur la facture le nom des bénéficiaires et puis ce qu'ils ont apporté à ton entreprise. Par exemple, ça peut être un apporteur d'affaires, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être un financier qui projette d'investir dans ta société, tu vois. C'est pas forcément et c'est pas toujours nécessairement des affaires qui doivent avoir abouti. Ça peut être un prospect que tu as voulu côtoyer, que tu as voulu rencontrer, que tu as voulu accompagner et notamment inviter à une réception pour lui faire plaisir en espérant qu'il allait signer ton contrat. Bon, si au final il ne signe pas, ça ne veut pas dire que la dépense elle n'était pas faite dans l'intérêt de la société, même si ça n'a pas abouti. Donc les prospects, ça marche aussi. Les courses alimentaires et traiteurs, alors ça c'est très particulier, mais tu vas comprendre. De la même façon, si tu invites au restaurant un prospect ou des clients, ou des fournisseurs, des partenaires, évidemment, ce sont des frais qui sont déductibles. Les frais de restaurant sont déductibles. Si, au lieu de les inviter au restaurant, tu les invites chez toi, eh bien, les frais de réception, ils vont être là aussi déductibles. C'est-à-dire que si tu as fait un marché, si tu as fait des courses, si tu fais venir un cuisinier à domicile pour préparer le repas et pour animer tout ça, eh bien, ce sont des dépenses professionnelles, ce sont des frais qui sont déductibles. Alors pourquoi c'est borderline? Parce qu'il ne faut pas abuser. Tu comprends bien que la limite, elle est très tentante de vouloir passer ou de mélanger les dépenses personnelles et professionnelles. Donc, je te dis, si tu fais ça, si tu veux passer ce type de dépenses professionnelles, si c'est fait dans l'intérêt de l'entreprise, oui, c'est possible, mais il faut là que tu documentes bien qui était présent, quel est le lien avec ton activité, etc. Il faut que tu puisses fournir au fisc des preuves du caractère professionnel de l'événement. Les dépenses mixtes, tu vois, les dépenses déductibles, les frais déductibles, il y en a beaucoup, donc je suis en train de te montrer quelques exemples. Les dépenses mixtes, là aussi, c'est des dépenses qui sont à la fois professionnel et à la fois personnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on prend un exemple le plus simple, c'est les frais de téléphone. Tu as un téléphone, peut-être que tu n'as qu'une seule ligne professionnelle et personnelle. C'est à la fois personnel et professionnel. Donc ça, c'est en partie déductible. Tu vas pouvoir passer 70, 80, 90% de tes frais de téléphone. Si tu as gardé ta ligne historique, peut-être qu'elle était personnelle, cette ligne téléphonique, elle existait avant que tu crées ta société. De même, ton abonnement Internet, ce n'est pas obligé, si tu veux, de mettre en place un contrat spécifique pour ta société. Tu peux passer en note de frais une partie de ces dépenses d'abonnement. Ensuite, si tu achètes un ordinateur et du matériel informatique, eh bien là, de la même façon, alors si tu l'as acheté avec ta société, que c'est payé par la société, que tu as une facture au nom de la société, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et il n'y a pas besoin de déclarer un avantage en nature si tu n'utilises que 5 ou 10% de ton matériel informatique pour tes besoins privés, personnels. D'accord ? Donc maintenant, si tu l'as acheté à titre personnel et que tu l'utilises à 80% à titre professionnel, soit tu te le revends, tu peux le vendre à ta société, tu fais une petite attestation de cession, soit tu le gardes dans ton patrimoine privé et puis tu attends ton prochain achat pour l'acheter avec ta société. Les frais de véhicule.
Là aussi, frais de véhicule, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà encore fait à cette chaîne pour voir mes autres vidéos. Mais j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'explique bien comment ça se passe pour les frais de véhicule. Donc le plus simple, soit tu passes l'achat de ton véhicule sur ta société, soit tu gardes le véhicule à ton nom, c'est-à-dire que c'est ton nom qui figure sur la carte grise. Comment choisir? En général, c'est très simple. Eh bien, si tu fais peu de kilomètres et que tu achètes un véhicule qui coûte cher, tu vas plutôt le passer sur la société. Si au contraire, tu achètes un véhicule dont le prix d'achat n'est pas très élevé, on va dire moins de 15 000 €, et que tu fais beaucoup de kilomètres, là, tu as peut-être intérêt à le prendre à titre personnel et à te faire rembourser sous forme d'indemnité kilométrique. Pourquoi? Parce que le calcul des indemnités kilométriques fera que l'indemnité kilométrique qui te sera versée sera plus importante que tes frais réels. Donc c'est là, ça peut être intéressant. Donc les frais de véhicule, bien évidemment, tu peux les passer sur ta société. En tous les cas, si le véhicule il est à ton nom, que la carte grise est à ton nom, mais sache que tu peux te faire rembourser des indemnités kilométriques pour la partie professionnelle, l'usage professionnel que tu en fais. Les abonnements à des clubs maintenant. Alors peut-être que tu es un peu sportif, que tu es inscrit à une salle de fitness et que eh bien, dans le cadre de ton activité, tu noues des relations avec des clients. Et que pour finir, ton activité fitness, elle te rapporte aussi du business. Si c'est le cas, alors tu ne peux pas passer la totalité de ton abonnement en frais déductibles. Mais tu vas pouvoir passer en note de frais une petite partie de ton abonnement, si ça te rapporte du business. Voilà, peut-être 20%, 25%, 30%, pas beaucoup plus. Hein. Mais si ça te permet de développer ton réseau professionnel, tu peux en passer une partie. Mais là, attention, minorité. Hein. Les voyages à caractère professionnel et personnel. Alors ça arrive souvent. C'est ton cas si tu pars avec ta famille, faire un voyage à Barcelone et que c'est un voyage familial, mais dans le cadre de ce voyage, eh bien, tu vas sur place aller rencontrer un collègue, un fournisseur, tu vas aller voir comment ça se passe du côté chez les Espagnols dans ton univers, dans ton métier, dans ton industrie, et que ce déplacement, oui, à la base, il est personnel, mais il est aussi professionnel. Tu as peut-être un dîner avec un fournisseur qui va avoir lieu à Barcelone. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'origine du voyage, tu vois. C'est qu'à la base, tu le faisais dans une démarche purement professionnelle, puis tu es parti au final avec la famille. Donc, comment on gère ça? Là aussi, on va le faire avec du bon sens et avec un maximum d'objectivité. C'est que tu regardes le coût global du voyage qui te concerne toi en tant que dirigeant, et puis eh bien, tu appliques un taux d'affectation professionnelle, 50%, 80%, 30%, en fonction eh bien, du temps que tu as passé sur place et de ce que ça a apporté à ta société, ce déplacement mixte à la fois professionnel et personnel. Et on termine avec le logement. Là aussi, tu peux passer une partie de tes frais de logement si la société est domiciliée chez toi. Si tu es locataire, eh bien, il y a une tolérance administrative, une tolérance fiscale qui veut que tu puisses passer en note de frais une petite partie eh bien, de ton loyer en fonction de la surface occupée. Voilà, minimum, tu peux considérer que tu occupes au moins 9 mètres carrés. En tous les cas, c'est la surface qui sera retenue pour le calcul de ta contribution foncière des entreprises. Donc, considère qu'il y a au moins 9 mètres carrés. Donc, si tu as un appartement tout simplement qui fait 45 mètres carrés, que tu utilises 9 mètres carrés, ben, ça fait 1/5, ça fait 20% du loyer. Si tu payes 1000 €, tu peux passer 200 € de frais remboursables chaque mois. Donc toi, voilà, c'est les dépenses mixtes. Vois ça avec ton comptable. Si tu es client chez ComptaPlace, dans ton application, il y a un module qui te permet d'enregistrer en note de frais toutes ces dépenses. Enfin, ça, on saura te conseiller sur ce sujet. Donc quelques exemples, tu vois par exemple les frais de téléphone, tu peux passer jusqu'à 90% en professionnel si ta ligne elle est à ton nom. Le risque de redressement fiscal est très faible, 10% là-dessus. Costume, chaussures, coiffure, bon, nous on te recommande de passer 0%, sauf si tu es dans un des cas que je t'ai indiqué tout à l'heure. Dans tous les autres cas, tu es garanti à 80% de te faire redresser si tu le fais.
Pour les véhicules professionnels, tu peux aller jusqu'à 75%, considérer que si tu as un véhicule professionnel au nom de ta société, la partie avantage en nature, la partie personnelle peut aller jusqu'à 25%, mais parfois moins. Et le risque de contrôle fiscal là-dessus, il est très faible. Néanmoins, si, encore une fois, tu as un véhicule dont la carte grise est au nom de ta société, il y a un barème pour le calcul de l'avantage en nature que tu dois déclarer en tant que dirigeant, justement pour la partie que tu utilises du véhicule le week-end ou en famille. Et voilà, je t'ai mis le lien là sur l'écran. Et en fait, tu devras déclarer entre 6% et 12% du prix d'achat du véhicule au titre des avantages en nature. Voilà, c'est l'URSSAF qui a défini les règles. C'est assez clair. Et puis, un petit focus, ce que je te disais tout à l'heure sur les frais de logement que tu peux passer en comptabilité, retiens 9 mètres carrés ou jusqu'à 15% du total de la surface totale. Tu peux aussi passer les frais d'électricité, de chauffage, d'assurance et les charges locatives. L'idéal, c'est de faire un tableau récapitulatif annuel des différentes dépenses avec les coefficients d'affectation en fonction de la surface. Et puis l'autre possibilité, c'est de mettre un bail mettre en place un bail si tu es propriétaire entre toi et ta société pour que ta société te verse un loyer si elle a son siège social à ton domicile. À ce moment-là, elle te verse un loyer. Bon, ça te permet de percevoir un complément de rémunération, mais comme tu vas devoir payer des prélèvements sociaux sur ces loyers, c'est pas hyper optimisant fiscalement parce que ces prélèvements sociaux ils sont moins élevés que les charges sur ton salaire, mais par contre ils ne donnent aucun droit, alors que des charges sociales ça te permet de cotiser à la retraite, les journalières, protection sociale, etc. Donc tu le vois, il y a quand même les dépenses mixtes, c'est un élément que tu ne dois pas oublier dans le cadre de ton optimisation fiscale pour baisser au maximum ton bénéfice. On est toujours dans la première étape, hein. On arrive au bout, mais on est toujours dans la première étape qui est de baisser au maximum ton bénéfice. Attends, c'est pas terminé. On continue. Il faut que tu saches que les dépenses, certaines dépenses sont contrôlées par le fisc. C'est ce qu'on appelle le relevé des frais généraux, qui est une forme d'alerte que le fisc reçoit lorsqu'on fait ta déclaration de revenus professionnels, la liasse fiscale de ton entreprise. Eh bien, si jamais le total de tes voyages dépasse 15 000 € par an, il y a une alerte qui clignote sur ta liasse fiscale. Si les frais de réception, restaurant et spectacle dépassent 6 100 € par an, il y a une alerte qui clignote. Et si les cadeaux clients dépassent 3 000 € par an, même chose, il y a cette alerte qui se met à clignoter. Donc retiens ces chiffres-là parce que c'est important par rapport à la gestion de tes frais. C'est mieux de ne pas les dépasser. Voilà. Deuxième façon d'optimiser fiscalement ton bénéfice, ça va être de passer un maximum de frais déductibles. Et bien pour ça, il faut que tu connaisses la distinction entre les immobilisations et les frais. Les immobilisations, c'est une dépense que tu vas faire, mais qui va être étalée dans le temps, sur la durée d'utilisation de cette dépense. Donc, je vais y revenir, je vais te montrer un exemple. Et les travaux, notamment les travaux de réparation, de rénovation, d'entretien, peinture, électricité, tout ça, si ta société elle est propriétaire de ces locaux ou elle est même locataire, eh bien elle va pouvoir payer, si son bail le prévoit, des travaux qui vont être totalement déductibles. Donc là, l'élément important, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu fais des travaux, ils vont être surtout des travaux de rénovation ou de réparation, ils sont 100% déductibles, ils ne sont pas étalés dans le temps. D'accord? Ils sont pas étalés. Donc fiscalement, c'est très intéressant. Si tu prévois de refaire une rénovation de tes bureaux, par exemple, que tu en as pour 10 000 €, eh ben, sache que ces travaux, si tu les engages début décembre et qu'ils sont terminés avant le 31 décembre, si tu clôtures tes comptes au 31 décembre, tu vas pouvoir payer la totalité, passer la totalité en frais déductibles de l'année. Alors que si tu achètes par exemple un véhicule 10 000 € et que tu l'utilises pendant 5 ans, eh bien ce véhicule, même si tu l'achètes avant le 31 décembre, son coût d'acquisition, il va être étalé sur 5 ans. Donc fiscalement, ça va quasiment rien faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il y a un prorata temporis qui est fait dès la première année, c'est qu'on va l'amortir sur les véhicules, en général c'est entre 3 et 7 ans, disons 5 ans,
eh bien, tu comprends que bien que tu aies fait l'investissement juste avant la clôture, fiscalement, on ne passera qu'une toute petite partie dans les frais déductibles. Et donc, les travaux, eux, tu passes la totalité. Voilà, c'est une subtilité, mais ça fait partie des choses que tu peux mettre en œuvre pour compresser au maximum ton bénéfice. Autre technique, c'est de faire un maximum de dépenses d'une valeur inférieure à 500 euros. Pourquoi 500 euros ? Parce que tu dois savoir que lorsqu'une dépense, notamment les achats de petits matériels, dépasse 500 euros, le prix d'acquisition est considéré comme une immobilisation et donc est étalé dans le temps. Donc ça va être étalé sur, pour le matériel informatique, en général 3 ans. Donc si tu achètes un ordinateur ou un téléphone qui coûte 600 euros, malheureusement tu vas pouvoir passer que 200 euros par an sur 3 ans, alors que si tu achètes le même ordinateur mais qui coûte 490 euros, on est sous la barre des 500 euros, et donc tu vas le passer en frais déductibles en totalité l'année où tu l'as acheté. Voilà, donc et toujours en tête ce chiffre des 500 euros, parce que ça te permettra toujours d'optimiser fiscalement le résultat de ton entreprise si tu ne dépasses pas ce seuil de 500 euros. Troisième façon d'améliorer ton résultat, d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire de le baisser au maximum, la technique du loyer majoré, qui concerne surtout les crédits baux. Donc, lorsque tu achètes un véhicule, notamment une voiture, le concessionnaire qui va te la vendre va te proposer en général un financement, et quand tu mets en place le financement, souvent il te propose un premier loyer majoré. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que le premier loyer majoré, il y a 2 avantages. Déjà, c'est que ça te permet d'alléger tes loyers par la suite, mais c'est surtout qu'il est fiscalement déductible. Voilà, donc ça c'est plutôt très intéressant. Alors attention, c'est borné. Le premier loyer ne doit pas dépasser 20% du prix du bien, prix du véhicule. Voilà, et l'achat, donc l'exemple, achat d'une voiture en crédit bail d'une valeur de 10 000 euros, premier loyer 2 000 euros, fiscalement tu vas pouvoir déduire 2 000 euros. Donc ça c'est vraiment très intéressant, y compris si le premier loyer il est payé le 30 décembre, que tu prends les clés le 30 décembre et que tu clôtures tes comptes le 31 décembre, il n'y a pas de prorata temporis qui est fait sur les loyers. Voilà. Et ça s'explique par le fait que quand tu prends justement les clés, à partir du moment où les clés sont dans ta main, le véhicule il a perdu déjà en général 20% de sa valeur. Donc c'est comme ça. La technique des produits constatés d'avance. Alors ça c'est technique, très peu de gens la connaissent, mais c'est important que tu la connaisses parce que si tu es dans le cas que je vais te montrer là, il va y avoir un impact sur ton impôt société qui va être potentiellement très important. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette technique, ça va concerner les sociétés qui facturent un service ou qui vendent un produit qui n'est pas totalement livré à la date de clôture des comptes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si tu vends un service de coaching 3 mois à quelqu'un qui signe ou qui démarre son coaching le 1er décembre. Le coaching va durer du 1er décembre au 3 mois, 28 février. Tu l'as facturé 3 000 euros. Il te les paye tout de suite, là, en décembre. Donc toi, ton chiffre d'affaires, c'est 3 000 euros. La technique des produits constatés à l'avance, elle te permet de dire, puisque mon coaching, il dure 3 mois, je vais décaler les 2 tiers de mon chiffre d'affaires sur l'année suivante. Donc, je ne vais payer des impôts que sur 1 000 euros. Alors que tu as facturé, tu as bien émis une facture de 3 000 euros, elle est bien datée d'avant la date de clôture, et le client t'a totalement payé. Donc si tu fais rien, évidemment, tout le monde va penser que tu es imposable sur la totalité du revenu encaissé, etc. Et bien la technique des produits constatés d'avance te permet tout à fait légalement de décaler la partie de ton chiffre d'affaires qui n'a pas été livrée. Et de la même façon, ça joue de la même façon, si tu veux, si par exemple tu vends le 1er décembre, je sais pas, tu vends des tables, tu vends une table, mais le client te dit, bah oui, mais je voudrais me la faire livrer le 15 janvier. Si elle n'a pas été livrée au 31 décembre, même si c'est facturé, payé, si elle est encore dans ton stock, au 31 décembre, elle n'est pas imposable. La vente n'est pas imposable, elle sera imposable sur l'exercice au titre duquel, au cours duquel, le bien est livré. Tu vois, donc ça peut être très intéressant, notamment si tu vends dans une activité de vente de détail
ou si tu es une activité de prestation de services avec des abonnements trimestriels, semestriels, annuels, ou de logiciels avec là aussi des abonnements annuels, eh bien tu vas pouvoir mettre en place cette technique des produits constatés d'avance qui va te permettre de compresser, de réduire le montant de ton chiffre d'affaires. Donc là, tu réduis considérablement, potentiellement considérablement, le montant de ta base imposable, donc le montant de ton impôt sur les sociétés. Là, l'impôt sur les sociétés, pour ceux qui peuvent en bénéficier, il est en train de fondre véritablement. Donc, je te prends un exemple, si tu fais 120 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as 20 000 euros de produits constatés d'avance, eh bien, ton gain fiscal, c'est quand même 3 000 euros, d'accord, 15% des 20 000, donc 3 000 euros, tu vois. Uniquement pour ça, il suffit simplement que tu dises à ton comptable ou à ton expert comptable, attention, le bien ou le service, il sera livré l'année prochaine. Et là, ton comptable ou ton expert comptable, tout de suite, il va transformer ça en produit constaté d'avance. Et pour toi, ce serait une économie d'impôt sur les sociétés. On continue dans l'optimisation fiscale, c'est pas terminé, il y en a 8. Hein, donc, bon, ça va aller un peu plus vite. Comme je te le disais tout à l'heure, le gros morceau, c'était le 1. Des choses toutes simples. Décale le versement des salaires à l'année suivante. Si tu décales le versement, au lieu de payer, si tu clôtures le 31 décembre, au lieu de payer tes salaires ou de verser les salaires le 28, le 29, le 30 ou le 31 décembre, si tu les payes le 1er ou le 2 ou le 3 du mois suivant, eh bien, ils seront taxés à l'URSSAF le mois suivant ou ils seront taxés à l'impôt sur le revenu le mois suivant. Voilà, donc ça c'est une petite optimisation fiscale. C'est surtout pour baisser les charges sociales et pour baisser l'impôt sur le revenu, ton impôt sur le revenu, l'année du versement de tes rémunérations. Ensuite, on s'attaque au deuxième levier qui est le taux de l'impôt sur les sociétés. Je t'ai dit tout à l'heure, 3 leviers, la base imposable, le taux d'impôt sur les sociétés, et on terminera avec les crédits d'impôt. Tu vois qu'il y en a, hein, il y en a des éléments qui te permettent de baisser ton impôt sur les sociétés. Là, il est très simple, celui-là, c'est de loin le plus simple. L'impôt sur les sociétés, il y en a deux taux. Il y a 15% et il y a 25%. Pour bénéficier du taux de 15%, sur les 42 500 premiers euros de bénéfices que va faire ta société, pour bénéficier de ce taux réduit, 15%, c'est quand même 3 fois rien. Hein, il y a quelques années, c'était 50%. Donc, pour bénéficier de ce taux de 15%, il faut simplement que ton capital social soit totalement versé. Donc, quand tu as créé ta société, si tu as mis un capital de 1 000 euros et que tu as versé les 1 000 euros, c'est bon, tu as le droit au 15%. Si par contre, tu n'as versé que la moitié, tu peux n'avoir versé que la moitié, ou le quart même, tu peux descendre à 25%. Si jamais tu as versé que le quart, ou la moitié, ou les 3/4, le fisc te dit, bah, tu n'as pas le droit au taux d'impôt réduit 15%, c'est 25%. Pourquoi? Franchement, je n'ai jamais compris. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, pour être sûr de bénéficier du taux de 15%, il faut qu'avant la clôture de tes comptes, donc si tu clôtures le 31 décembre, avant le 31 décembre, tu es terminé de libérer, donc de verser ton capital. D'accord? Si tu clôtures au 30 juin, avant le 30 juin, il faut que tu aies versé la totalité de ton capital. Et si tu as fait ça, eh bien, tu as le droit à ce taux d'impôt sur les sociétés réduit. Donc là, tu peux gagner 10% de taux de taxation de ton bénéfice. C'est ce que je te disais en intro de cette vidéo. Donc, extrêmement simple, faire un virement, libération du capital social. Et bingo, ton taux d'impôt, il descend à 15%. 25% si le capital n'a pas été libéré, c'est ce que je te disais. On continue avec la provision pour risque. Alors la provision pour risque, elle aussi, elle joue sur la base imposable. Donc je l'ai mise après parce que tu vas comprendre dans un instant. Pour réduire ton bénéfice imposable, une fois que tu as déduit tous tes frais, une fois que tu as fait tes PCA, une fois que tu as optimiser ton taux d'impôt sur les sociétés, tu peux encore jouer, tu peux encore réduire, c'est pas terminé, en provisionnant un maximum de frais et en passant un maximum de provisions. Alors, je vais te montrer les provisions que tu peux passer et celles que tu peux pas passer. La première provision que tu peux passer, provision, ça va venir déduire ton bénéfice imposable, c'est le risque d'impayé sur tes factures clients. Si tu as des factures clients qui sont en comptabilité, s'il y a un risque que tes clients ne te payent pas, tu peux passer une provision pour créances douteuses. Ça peut être 10%, 20%, 50%, 100% du montant hors taxe de tes créances. Donc ça, c'est le premier risque que tu dois absolument provisionner si jamais
tu as un client qui commence à tarder à te payer, tu as le droit de passer de cette provision. Sur tes factures, il y a des échéances, il y a des dates limites de règlement. Et bien, si elles ne sont pas respectées par ton client, tu peux provisionner le risque correspondant. Ensuite, tu as les risques liés aux garanties données à tes clients. Si tu vends un service dans lequel il y a une garantie, un service après-vente, eh bien, tu peux provisionner ce risque, c'est-à-dire considérer qu'il y a 10% de ton chiffre d'affaires que tu vas devoir quelque part restituer à tes clients, tout simplement parce que dans ton industrie, eh bien, les clients activent statistiquement 10%, dans 10% des cas, leur garantie, remboursement, etc. Tu vois? Donc si tu as des services dans lesquels il y a des garanties satisfaits ou remboursés, ou des garanties retour, ou des garanties en termes de services après-vente, eh bien tu peux provisionner ce risque. Les risques liés à des contentieux avec un fournisseur, avec un partenaire, voire même avec un client, qui ne concerne pas forcément une créance client, mais ça peut être par rapport à un produit, voilà, quelqu'un t'a menacé, t'a mis en demeure, etc. À partir du moment où ce risque il est financièrement quantifié, tu peux le provisionner. On va le provisionner, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est une dette potentielle que la société a, et fiscalement, le fisc il accepte que tu baisses ton bénéfice pour ça. Contentieux avec un salarié. Tu as un salarié qui a engagé un prud'homme, qui conteste, qui demande des indemnités, eh bien, tu peux provisionner la totalité du montant qui est demandé par le salarié, même si toi tu contestes de ton côté et que tu dis jamais je paierai. Le simple fait que tu aies reçu la lettre, ton salarié il te demande 15 000 €, eh bien tu passes ça au comptable et le comptable il passera une provision de 15 000 €. Tant que c'est pas jugé, tu peux passer cette provision dans les comptes de ta société et tout ça bien sûr ça vient faire fondre ton impôt sur les sociétés. De la même façon, les risques de contentieux fiscaux ou URSSAF. Alors fiscaux, tous ne sont pas déductibles parce que si tu as un contentieux fiscal, par exemple sur le montant de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas déductible. Par contre, si ça concerne la CFE ou la CVAE, eh bien les impôts qui sont déductibles, tu peux passer une provision pour risque fiscal ou l'URSSAF. Si tu as un redressement URSSAF, eh bien tu peux passer, même si la contestation est en cours et que ça n'a pas encore abouti. Risque de contentieux avec un concurrent, alors ça concerne surtout la concurrence déloyale. Si tu as un contentieux, donc avec un concurrent qui t'a envoyé une mise en demeure ou un courrier d'avocat dans lequel il te demande de réparer un préjudice, etc., qu'il estime avoir subi, eh bien ça aussi, tu peux le provisionner. Donc tu vois, là, tu as une liste de 6 contentieux, 6 risques que tu peux provisionner, passer en moins de ton bénéfice imposable pour baisser ton IS. On termine avec le plein de crédit d'impôt. Une fois que tu as baissé ton IS, une fois que tu as baissé ton impôt sur les sociétés, que tu as passé tes provisions, tu peux encore bénéficier des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est ce qui va venir diminuer le montant de l'impôt sur les sociétés que tu dois payer, voire amener le fisc à te rembourser une partie des dépenses que tu as faites. On regarde le crédit d'impôt formation du dirigeant. Il est limité au nombre d'heures de formation que tu as faites. C'est à peu près 10 €, un peu plus de 10 € par heure de formation. Donc ça peut représenter un petit crédit d'impôt de 407 €. Le crédit d'impôt chèque emploi-service universel, on a fait des vidéos là-dessus. 25% du montant du CESU préfinancé si tu as mis ça en place dans ta société. Je te rappelle que tu y as le droit, que si tu le proposes aussi à tes salariés, et même si tu n'as pas de salariés, tu y as droit. J'ai fait des vidéos là-dessus, regarde sur la chaîne. Crédit d'impôt recherche ou innovation, alors jusqu'à 30% de ta recherche-développement, ça c'est vraiment très intéressant. Ça se compte souvent en milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, même dans des toutes petites entreprises. Pour ça, il faut avoir des chercheurs et il faut les rémunérer. Renseigne-toi, contacte-nous si tu es abonné à notre service ComptaPlace pour qu'on te dise si tu peux en bénéficier ou pas en fonction de la nature de tes travaux de recherche.
Le crédit d'impôt métier d'art, si tu es artisan et que tu fais des œuvres originales, ils peuvent représenter jusqu'à 30% de la masse salariale, de ta masse salariale. Très intéressant. Le crédit d'impôt Girardin impôt société, ça c'est un crédit d'impôt très intéressant qui concerne certaines entreprises qui investissent dans de l'immobilier. Eh bien, elles ont droit à un crédit d'impôt qui peut représenter 15% ou 25% du montant de l'investissement avec une double déduction derrière de l'amortissement. Donc c'est très très intéressant. Le crédit d'impôt Girardin IS si tu veux faire de la défiscalisation immobilière, donc investir dans l'immobilier et en plus payer moins d'impôts sur les sociétés. Et enfin, la réduction d'impôts, dons et mécénat. Si tu as fait des dons à des associations, des fondations ou tu as fait du mécénat, eh bien tu peux récupérer 60% du montant de ces dons sous forme de réduction d'impôts. Et attention, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros, quelle que soit la taille de ton entreprise. Donc c'est vraiment très très intéressant. Si tu as été généreux durant l'année, du moins si ton entreprise a été généreuse, c'est maintenant que ça se récupère au niveau des réductions d'impôts et au niveau du paiement et de la déclaration de ton impôt sur les sociétés. Donc ça aussi, donne-le à ton comptable, donne-le à ton expert comptable, donne l'attestation de versement du don que tu as transmis forcément l'organisme qui en a bénéficié. Et puis l'expert comptable, il déclarera ça comme il faut pour que tu récupères 60% du montant de la somme que tu as versée sous forme de réduction d'impôt. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Et donc, c'est une façon vraiment intéressante d'optimiser fiscalement ton impôt sur les sociétés. On termine avec les bonus crédit d'impôt pour les entrepreneurs. Comment faire en sorte que toi, entrepreneur, au niveau de ton impôt sur le revenu, tu puisses baisser ton impôt sur le revenu? Des choses toutes simples. Tout simplement en faisant une augmentation de capital. Si tu fais une augmentation de capital, tu as le droit dans certaines conditions, si ta société elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, si elle a moins de 7 ans d'existence, si elle a au moins 2 salariés à la clôture du deuxième exercice qui suit ton augmentation de capital ou ta création, si elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% du montant de ton investissement, dans la limite de 50 000 euros ou 100 000 euros si tu es en couple, ce qui représente en termes de réduction d'impôt au titre de ton impôt sur le revenu entre 12 500 et 25 000 euros. Tu le vois, ça c'est vraiment du très très gros crédit fiscal. C'est une réduction d'impôt qui est vraiment très très importante. Donc n'hésite pas à augmenter ton capital social pour baisser ton impôt sur le revenu. Et on termine avec des outils de défiscalisation pour les particuliers entrepreneurs, les fonds d'investissement de proximité, les FIP, qui te permettent de déduire fiscalement le montant de ton investissement. Alors les FIP, en fait, c'est des fonds d'investissement qui investissent pour 70% au moins dans des parts de PME européennes et régionales. Et de la même façon, tu peux investir dans des FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation, donc des investissements un peu plus innovants, un peu plus offensifs, et qui te permettent là aussi d'avoir une réduction d'impôt de 18% du montant de ton investissement. Voilà, tu sais tout sur comment réduire au maximum ton impôt sur les sociétés grâce aux frais déductibles, à ceux que tu peux faire, à ceux qui sont borderline, à ceux pour lesquels c'est plus compliqué. Tu sais ensuite comment diminuer ton taux de taxation de 15% à 15% au lieu de 25%. Tu sais comment faire le plein de crédit d'impôt pour baisser encore ton impôt société. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà, si tu veux mettre tout ça en œuvre, si tu veux ne pas te tromper, faire les bonnes déclarations, il y a quand même un peu de paperasse parfois pour bénéficier de toutes ces réductions d'impôt et crédits d'impôt. Eh bien, il faut que tu te fasses accompagner par un expert comptable. Et c'est là que je peux à nouveau t'aider. C'est si tu t'abonnes au service ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace, en allant sur la plateforme legalplace.fr. Eh bien, je serai ravi de t'accueillir avec mon équipe pour te conseiller. On fait ça tous les jours. On accompagne des très petites entreprises pour leur permettre d'optimiser fiscalement leur impôt sur les sociétés, faire le plein de crédit d'impôt et aussi en tant que dirigeant bénéficier des réductions d'impôt et des crédits d'impôt auxquels tu as droit. Voilà, n'hésite pas si tu as appris des choses sur cette vidéo. Grâce à cette vidéo, à la liker, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire des similaires. Donc like-la et puis si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne
pour être alerté de mes prochaines vidéos qui t'aideront à payer, je l'espère, moins d'impôts.